Il reste une place ici. Bonjour. Bonjour, je suis Romain Casteres, consultant Business Intelligence chez Decube. Je suis aussi MVP SQL Server et membre du board du GUS. Je suis en compagnie de Yazid Moussaoui et de Étienne Pommier. Et nous allons présenter un retour d'expérience sur une solution qu'on a mis en place chez un client, à savoir une solution de Big Data et de Business Intelligence. Donc dans un premier temps, on tient à remercier nos sponsors, sans qui l'événement n'aurait pas lieu. L'agenda de la session, on va d'abord voir le besoin client, donc une analyse prédictive des ventes suivant les réseaux sociaux. Pourquoi on a utilisé une solution de Big Data? Nous présenterons ensuite le framework Hadoop et l'offre Big Data de Microsoft, à savoir HD Insight. Nous mettrons en exergue la complémentarité entre la Business Intelligence et la Big Data. Et enfin l'architecture, suivie de quelques démos qui montreront les différentes briques de la solution mise en place. Donc l'aide à l'analyse de la prévision des ventes. Donc le client souhaitait mesurer les répercussions des actions marketing sur les ventes grâce à l'analyse des réseaux sociaux et l'analyse des consoles et des jeux vidéo sur les différents réseaux sociaux. Donc en gros, il souhaitait trouver une relation entre les ventes et ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi nous avons utilisé une solution de Big Data? Aujourd'hui, on le sait bien, le volume des données à traiter ne cesse d'augmenter. La fréquence à laquelle elles sont générées et capturées augmente aussi. Et les données sont de plus en plus non structurées et variées, à l'image d'un tweet ou d'un commentaire Facebook. Donc il devient de plus en plus difficile de les analyser avec des systèmes d'information traditionnels. Et c'est pour ça que la tendance le prouve. Il y a une émergence de nombre de périphériques connectés de plus en plus grande, l'utilisation des réseaux sociaux de plus en plus grande. En parallèle, le coût des stockages baisse et le coût des machines de calcul baisse aussi. Donc cette tendance a pour but de démocratiser l'analyse de grandes volumétries de données. Et là où hier on pouvait se permettre de ne pas stocker les données parce que ça coûtait cher, aujourd'hui on peut se permettre de les stocker et de les analyser par la suite. Le framework Apache Big Data, donc c'est le plus connu des frameworks Big Data, parce que la communauté derrière de développeurs est grande. Ça a été créé en 2005 par Doug Cutting, ingénieur chez Yahoo, pour la création d'un moteur de recherche open source. Donc si on rentre plus en détail dans son système, il est conçu à partir d'un système de fichiers distribués qui va découper en plusieurs blocs nos fichiers input pour après les stocker sur différentes machines et qui va permettre la paralysation des traitements. Donc si on regarde un fichier en écriture, on a 5 computers, donc un premier nœud qu'on appellera NameNode et 4 autres computers qui sont des computers de calcul, des datanodes. Donc on a découpé en plusieurs blocs ici notre fichier input. On a demandé au NameNode où c'est qu'on peut les stocker sur nos différents datanodes et les différents datanodes se chargeront de la réplication de ces blocs. En lecture, on va demander pareil au NameNode qui contient les métadonnées de nos données stockées dans les datanodes où c'est que sont nos stocks, nos blocs, pour pouvoir après les agréger et grâce au reducing, les afficher à l'utilisateur. Donc j'ai parlé de reducing parce qu'en fait, le framework Apache Hadoop se base sur HDFS, qui est le système de fichiers distribués, et sur le modèle de programmation MapReduce, qui est celui-ci. Donc ici, j'ai pris un exemple avec un job de word count. Donc en entrée, j'ai un fichier avec plusieurs lignes. J'ai dans un premier temps une phase de splitting qui va donner à mes différents datanodes un bout de mon fichier input. Il y a une phase de mapping qui va calculer le nombre d'occurrences de ces mots. Donc ça, chez chacun des nœuds qui travaillent en parallèle, qui va calculer le nombre d'occurrences de ces mots. Ensuite, une première phase d'agrégation et une dernière de reducing qui va permettre d'afficher le résultat agrégé des différents nodes qu'on travaillait. C'est ce qui rend le framework Apache Hadoop intéressant. Donc c'est aussi du fait qu'il a la possibilité, et les développeurs ont déjà créé différentes couches d'abstraction au modèle MapReduce, parce que les développeurs ne connaissent pas forcément tous les langages de programmation, et notamment celui de MapReduce. Donc ils ont créé des couches d'abstraction au-dessus, qui permet notamment grâce à Hive d'écrire des requêtes SQL permettant d'analyser nos données situées dans le cluster HD Insight. Ou encore comme Scoop qui permet de transférer nos données d'un système relationnel à Hadoop, ou encore Mahout, un langage de programmation pour le machine learning.
parlons de Microsoft. Alors Microsoft s'est créé en partenariat avec Hortonworks HD Insight. Donc aujourd'hui, la dernière version d'HD Insight, c'est la 2.1 et elle s'appuie sur la Hortonworks Data Platform 1.3. Il est disponible en Azure, donc multinode ou on-premise. Vous pouvez vous créer chez vous un cluster HD Insight. Il possède aussi dans la version HD Insight, ils ont rajouté aux développeurs un SDK.NET et des commandes PowerShell pour créer ou pour décommissionner des clusters par exemple. Il y a une connectique IvoDBC qui permet par exemple à Excel de se connecter à nos données qui sont dans le cluster. Plus précisément, la plateforme Big Data telle que Microsoft la conçoit, c'est celle-ci. Donc nous avons des différents inputs. Au-dessus, nous avons HD Insight dans sa version on-premise ou dans sa version en Azure. Et PDW, qui est l'appliance MPP de Microsoft. Ils ont créé un polybase, donc ce qui est disponible dans PDW2, qui permet de faire un mashup entre des données non structurées qu'on retrouvera dans Hadoop et des données relationnelles qu'on trouvera dans SQL Server. Au-dessus, vous connaissez sûrement la couche SSAS de modélisation, de cubes tabulaires, de cubes multidimensionnels, et en dernier qu'on affiche à l'utilisateur, des reporting. Alors, Apache Hadoop n'a pas vocation à substituer les systèmes d'information tels qu'on le conçoit aujourd'hui. On peut penser comme une couche qu'on rajoute à notre système d'information, et l'architecture ici le montre bien. C'est-à-dire qu'on va avoir de grosses volumétries de données qu'on va insérer dans HD Insight. Un système de map and reduce va permettre d'agréger ces données, les données de l'intelligence à ces données, pour en sortir un output qu'on va intégrer soit dans notre ETL actuel pour alimenter notre data warehouse, soit notre modèle de données, ou encore des reporting directement. Nous verrons ça par la suite. L'architecture qu'on a mis en place chez notre client, c'est celle-ci. Donc on récupère de différents réseaux sociaux tout ce qui tourne autour de jeux vidéo. Un worker role se charge de les prendre de ces différents réseaux sociaux et de les écrire dans un WASB qui est le Windows Azure Storage Blob. Donc Blob Storage Azure. Et HD Insight se chargera de les agréger et de pré-mâcher le travail pour intégrer ensuite les données dans un Power tabulaire, Power Pivot, un cube tabulaire, pour ensuite PowerView les affiche à l'utilisateur. Je vais laisser la main à Étienne qui va vous expliquer l'alimentation de ces données. Bonjour, donc moi je vais vous présenter l'architecture qu'on a mise en place pour récupérer les données de nos 3 réseaux sociaux, que sont donc Twitter, Facebook et YouTube. Donc on est sur une solution totalement hébergée sur Azure. On va avoir un Azure Website qui va héberger notre site de configuration. On va pouvoir gérer les différents paramètres pour l'inspection des réseaux sociaux. Un Cloud Service qui va héberger un Worker Role. Le Worker Role, lui, va se charger d'aller inspecter les 3 réseaux sociaux. Un compte de stockage avec des tables qui vont héberger notre configuration et des blobs qui vont héberger les fichiers qu'on a récupérés, enfin les données qu'on a récupérées de nos réseaux sociaux. On avait besoin aussi de stockage relationnel. Donc on a une SQL database. Elle va contenir les mots-clés. Donc les mots-clés, on avait besoin du relationnel parce que les mots-clés sont liés par plateforme, par jeu vidéo, etc. Il y a tout un tas d'informations que Yazid exploite lui après dans ses rapports pour visualiser les données. Donc on a choisi de se baser sur un Azure Website plutôt que sur un WebRole Cloud Service parce qu'on n'avait pas besoin de la puissance du WebRole Cloud Service. Celui-ci peut monter jusqu'à 100 VM, alors que sur un Azure Website, on est 10 VM environ. On n'a vraiment pas besoin de cette puissance de calcul-là. Donc on a préféré passer sur un Azure Website, donc avec très peu de configuration. On a juste notre site et on le déploie très facilement. Sur le Cloud Service, on va avoir un peu plus de paramétrabilité. On pourra se connecter en RDP sur la VM, par exemple gérer différents paramètres de 2IS. Alors sur le compte de stockage, donc pour faire la petite comparaison entre les tables et les blobs, ça va nous permettre de stocker des données non structurées et non relationnelles. Donc ce sera des fichiers binaires ou textuels. Alors que sur les tables, ce sera des données non relationnelles mais structurées. Au sein des blobs, on distingue 2 types de blobs, les block blobs et les page blobs. Nous, on va utiliser les block blobs. Ils sont optimisés pour le streaming. Donc on verra après dans la démo pourquoi c'est intéressant pour nous. Tandis que les page blobs, eux, sont optimisés pour l'accès aléatoire. Au niveau du stockage, sur un page blob, on peut stocker jusqu'à 1 TB de données,
alors que sur un bloc blob, on est bloqué à 200 GB. Pour nous, ça nous suffit largement. Donc le site de gestion, donc c'est un site ASP.NET en MVC, on a mis un petit bootstrap dessus pour le rendre un peu plus joli. Au niveau de la sécurité, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on se base sur un Azure Active Directory Authentication. Donc ça permet de faire de la Single Sign-On Authentication grâce à Azure. Donc on crée notre Active Directory sur Azure, on insère nos users, ensuite on enregistre notre application, ça va nous fournir une adresse d'un fichier metadata, qui va permettre de gérer l'authentification. On met tout ça après dans notre fichier web.config de notre site ASP et on peut se connecter avec nos comptes Azure Active Directory. Alors je vais montrer le site. Hop. Voilà. Donc là on est sur notre site, donc on peut gérer différents paramètres. Par exemple sur Facebook, on va pouvoir gérer donc, les pages qu'on analyse. On peut modifier ça. On a aussi la date à partir de laquelle on récupère nos posts. Ici, on a choisi de récupérer à partir du 1er janvier 2012. Et sur les mots-clés, donc, on avait besoin d'une base de données SQL, donc du stockage relationnel, parce que voilà, un mot-clé il est composé donc, du mot-clé tout simplement, de la target sur laquelle on veut que ce mot-clé s'applique, donc Twitter, YouTube ou Facebook. La target ici, soit si on cible un jeu ou une plateforme. Ici, on choisit notre jeu. Et en dernier, c'est la plateforme qu'on cible. Donc, par exemple, ici, je vais ajouter un petit mot-clé. On va le mettre sur Twitter. On va dire qu'on va targeter une game. Le mot-clé n'est pas pertinent, mais c'est juste pour la démonstration. Hop. On va mettre Xbox 360. Et ici, on va choisir Call of Duty Black Ops. Donc là, j'ajoute mon mot-clé. Il a été ajouté. Je vais sur ma base de données SQL. Hop, voilà, donc j'ai mon mot-clé avec les foreign keys. Donc ça va servir après à Yazid pour interconnecter ce qu'on a récupéré des réseaux sociaux avec les différents indicateurs, les jeux, etc. Voilà. Donc là, on a une vue un peu plus globale de notre architecture. Donc ici, ça c'est les blobs que je vous ai parlé, donc ils sont alimentés par le worker role. Donc on va écrire des fichiers CSV dedans. Là, c'est les tables, donc notre configuration, donc tous nos paramètres de configuration qui sont alimentés par notre Azure Website. Donc notre worker role, en fait, lui, il va se charger de lancer 4 tâches qui vont tourner en boucle. Donc ça va être des tasks C#, une Twitter task qui va écouter en continu les tweets, une Facebook task qui va récupérer, nous on a calibré ça pour que la récupération se fasse à partir de minuit, le soir, qui va récupérer sur Facebook tous les posts des pages qu'on a sélectionnées sur une période de 2 ans, puisqu'on a décidé de commencer au 1er janvier 2012. Vous vous rappelez sur le site le paramètre de la date de début. Donc sur YouTube, on fait ça une recherche par jour. Donc on analyse les vidéos à partir de nos mots-clés. En termes de volumétrie de données, sur Twitter, on ramène environ entre 1 et 2 gigas de données par jour. On écoute en continu Twitter, donc on a vraiment un gros volume de données. Sur Facebook, on est beaucoup plus limité. Pour environ 600 pages, on récupère à peu près 100 mégas de données, 100 mégabytes de données par jour, ce qui correspond à 2 ans de post. Sur YouTube, pour 74 mots-clés, donc là on n'a vraiment pas grand-chose, mais c'est parce que les indicateurs qu'on récupère sont beaucoup moins nombreux. On récupère que le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc. Donc on est sur 150 kilobytes par jour. Donc la dernière task, qui est la keyword task, elle va synchroniser en fait les mots-clés qu'on a stockés sur notre base de données SQL pour les remettre sur notre configuration, donc notre tables qui est hébergée dans Azure aussi. Alors sur la démo, je vais vous montrer un peu comment on récupère nos données grâce à Twitter. Donc, on va se mettre sur Visual Studio.
Donc en fait ici j'ai un petit projet à part que je me suis lancé juste pour le test. Alors en fait le worker role, lui va juste lancer cette méthode là en boucle. Listen to Twitter, on a listen to YouTube, listen to keyword et voilà. Donc on se lance, donc là il va écouter. Alors on a eu un petit problème de connexion à notre base de données SQL, donc du coup j'ai récupéré mes mots-clés, je les ai mis en dur comme ça, mais normalement on va les chercher sur notre base de données SQL. Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est le paramètre. Là c'est le paramètre qu'on va envoyer à l'API Twitter. Le paramètre track, ça va nous permettre de spécifier un certain nombre de mots qui vont correspondre soit au hashtag, soit au contenu du tweet. Et donc Twitter va nous renvoyer tous les tweets qui correspondent à ces mots-clés qu'on a définis là. Donc vous avez la liste qui est juste là. Donc ça, ce sont des jeux pour la majorité. Vous avez d'autres paramètres comme le user, vous pouvez suivre un user spécifique, ou vous avez des paramètres location qui permet de récupérer des tweets sur un endroit précis. Donc ça marche par longitude et latitude. Donc ici, là, je prépare ma requête sur l'API Twitter. Là, je récupère mon blob container, donc c'est l'endroit où je vais stocker mes blobs. Donc on va l'appeler c'est Twitterbox ici. Là, on a décidé de limiter le nombre de tweets par blob et le temps qu'il doit passer par blob. Donc on a choisi de se baser sur 50 000 tweets maximum par blob et de ne pas passer plus d'une heure par tweet. Donc là, je vais lancer ma requête donc avec les paramètres track sur l'API stream de Twitter qui va m'ouvrir le flux de données en temps réel de Twitter. Donc là, je passe, je mets le nom de mon blob, là j'ouvre la référence, ici j'ouvre mon blob en OpenWrite, donc je vous avais dit que le bloc blob était intéressant pour nous parce que c'était sa capacité à faire du streaming. C'était en fait on va pouvoir insérer notre blob dans Azure avant même d'avoir terminé d'écrire dedans. Donc on va pouvoir écrire alors que le blob est déjà sur Azure. Hop. Donc là on vérifie tout simplement qu'on n'a pas atteint les paramètres que j'ai fixés tout à l'heure, le nombre de tweets max et la durée de 1 heure. Hop. Et voilà, donc là, j'ai récupéré un tweet. Hop, voilà, donc un tweet qui correspond à notre mot-clé Xbox. Vous l'avez ici dans le contenu du tweet. Donc on a un certain nombre d'informations. On a si c'est en réponse à un statut. Ici, on voit que c'est nul, donc c'est pas en réponse à un statut. On a l'ID de l'user, etc. Donc on a vraiment pas mal d'informations. C'est aussi pour ça qu'on a un volume de données très important sur Twitter comparé aux autres réseaux sociaux. Donc tout ça, ça va être écrit dans un blob sur Azure. Donc le blob final qu'on va obtenir, c'est des données comme ça, brutes, c'est pas formaté. On récupère du JSON, on récupère juste le tweet en entier en JSON et on le sépare par une virgule. Donc c'est un CSV au final. Donc ça correspond à ça. Ici, là, c'est 1 heure d'écoute qu'on a. Hop, et sur 1 heure d'écoute, on a donc récupéré 17 000 tweets. Donc je vais donc maintenant laisser la main à Romain, qui lui va vous présenter comment il a reformaté ses données et exploité celles-ci. Merci Étienne. Donc nos données sont maintenant stockées dans notre Blob Storage Azure. Via HD Insight, nous allons pouvoir les agréger, rendre ces données intelligibles afin de passer la main à Yazid pour qu'il puisse les restituer en mode Business Intelligence. Donc, dans un premier temps, nous allons créer le cluster HD Insight, l'activer l'accès à distance et configurer un driver IvoDBC afin de se connecter en serveur lié dans SQL Server Management Studio. Donc, je vais commencer par créer mon cluster HD Insight. Pour ce faire, je me connecte au Windows Azure Manage et je fais nouveau HD Insight, création personnalisée. Je lui donne un nom. Je choisis le nombre de nœuds, donc c'est les compute nodes. La version 2.1 qui est la dernière et je choisis la région qui convient qui est la même que celle que mon blob storage pour faciliter et pour accélérer la rapidité pour ne pas payer trop cher le transport de données. Donc ensuite je crée un utilisateur et
depuis peu, on a la possibilité d'enregistrer les métadonnées Hive ou OSI, qui est un ordonnanceur pour Hadoop, dans une base SQL Server en Azure. C'est ce qu'on va faire. Donc je ne vais pas le créer, ça prend environ 15 minutes la création du cluster pour 4 nœuds. Donc maintenant que j'ai mon cluster et que je me suis connecté aux différentes données qu'Étienne a pu crawler, donc voici un peu l'architecture. Nous avons pour Twitterbox par jour un certain nombre de fichiers. Pour Facebook c'est pareil, et pour Twitter et pour YouTube de même. Donc j'ai ces données. Maintenant, je vais pouvoir créer une table. Ah, je vais me connecter à mon serveur-lié. Donc je crée mon serveur-lié dans SQL Server Management Studio. Pardon pour la latence. On est toujours là-dessus, c'est pas bon. J'échappe. Donc dans SQL Server Management Studio, j'ai créé un serveur-lié comme cela, avec cette requête. Donc on le voit, il est disponible dans la liste de mes serveurs liés. Et j'ai commencé par créer une query sur une table externe, et voici un peu le résultat. Donc Hive a déjà implémenté un certain nombre de fonctions permettant de naviguer dans un fichier JSON. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici, notamment pour avoir le texte, pour avoir la première hashtag d'un tweet, etc. Donc on arrive à ce jeu de données-là. Donc là j'ai fait un limite 10. On voit que le langage Hive est proche du SQL. Donc si je retourne au PowerPoint, dans un premier temps, je crée une table externe, une table interne et ensuite une UDF. Donc la table interne, ah oui, voilà, pardon. Donc dans un premier temps, j'ai créé une table externe. Donc une external table contient que les métadonnées, c'est en sorte une vue sur mes données stockées à l'adresse qui est celle-ci. Donc j'ai défini un certain nombre de colonnes, le type. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mes données, on crée un schéma de mes données seulement à la lecture. C'est-à-dire que quand j'écris mes données, je ne spécifie pas le schéma de ces données. Ce qui rend la possibilité de requêter des données non structurées. Je crée ensuite une external table avec l'adresse de mes différents tweets, partitionnés par date. Je crée une table externe, encore une fois, pour prendre que dans les keywords ceux qui sont en relation avec Twitter. Et je crée une fonction UDF Hive. Donc Hive a été codé comme Hadoop en Java. Donc j'ai dû implémenter une fonction Hive qui est celle-ci. On lui donne un message en entrée, le word, donc le hashtag nécessaire, et il renvoie un booléen, à savoir est-ce que le hashtag est présent dans notre tweet. Donc cette fonction, je l'ai utilisée ici pour créer ma table TwitterFact. Donc je crée déjà la table partitionnée par date. Ensuite, j'insère mes données et je fais un cross join pour avoir toutes les possibilités en termes de mots recherchés sur tous mes tweets. Et à la fin, il en ressort un résultat qui est celle-ci. Alors oui, TwitterFact, là j'ai créé une agrégation sur les keywords. Et on voit que le 11 novembre, le 8 novembre, sur la Target Game, le jeu le plus tweeté est Call of Duty. Oui. Donc on a vu qu'on pouvait augmenter les capacités de Hive en créant nous-mêmes des fonctions en Java, ce qui rend la plateforme aussi intéressante et dynamique. Donc notre flux de données, pour résumer, on a streamé nos données présentes dans un Windows Azure Blob Storage. Ensuite, on a fait effectuer des jobs map and reduce dans Hadoop pour ensuite les repousser via des tables externes. Si vous vous souvenez, les tables externes contiennent que des vues sur nos données. Et comme elles sont stockées dans Windows Azure, on peut potentiellement supprimer notre cluster. Et du coup, on l'a commissionné que pour le traitement. Et on a payé que pour le traitement de ces données. Ensuite, on n'en a plus besoin puisque nos données sont disponibles et agrégées dans notre Windows Azure Blob Storage. Pour automatiser ça, il y a plusieurs façons. Donc ici, nous, on a utilisé SSIS. Donc je me connecte à une machine virtuelle
avec SSIS. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère la dernière date, et en fait, c'est la dernière date de partition. Si vous vous souvenez, j'ai coché la case Hive stockage de métadonnées dans la création de mon cluster, ce qui me permet d'avoir les métadonnées de Hive disponibles dans un portail Azure. Voilà, donc là j'ai les métadonnées de mes données Hive et de mes tables. On vous remarque qu'il y a différentes tables externes et d'autres qui sont des managed tables. En fait, c'est des tables internes qui contiennent aussi bien les métadonnées que les données. Et donc je me base sur une de ces requêtes pour avoir la dernière partition. Ça va être celle-ci. Voilà. Normalement ça marche. Donc j'ai la dernière date de partition. Ensuite, pour ajouter une partition à mon Twitter, je ne vais pas régénérer le script de tout à l'heure, mais je vais seulement agréger les nouvelles données. Donc je spécifie bien. Donc c'est cette tâche. Si on regarde SSIS, je récupère la dernière tâche. Je lui donne en réponse, en résulte 7, une variable partition date que je passe à Twitter, à la tâche SQL Twitter, qui va rajouter, et en fait c'est cette requête ici, on lui passe la partition date et il rajoute les partitions date au bon endroit pour ajouter uniquement les nouvelles données. Donc ça c'est exécuté tous les soirs. On aurait pu utiliser d'autres moyens pour passer nos données dans un environnement SQL, notamment avec Scoop, qui est un outil qui permet de passer nos données Hadoop dans un système de gestion de base de données relationnelles et vice-versa. Et un bonus, j'ai appris que récemment des tâches SSIS étaient en cours de développement chez Microsoft et qu'elles allaient sortir d'ici pas longtemps, ce qui pourrait simplifier pas mal de choses. Je vais maintenant laisser la place à Yazid qui va vous expliquer le rendu. Alors maintenant, nous allons voir comment pouvoir exploiter ces données pour les restituer sur les outils de reporting Microsoft. Donc on a plusieurs scénarios possibles. Soit on choisit les outils BI d'entreprise, soit les outils BI en self-service. Donc pour la BI d'entreprise, on va utiliser un serveur SSIS, une base de données SQL Server, un modèle tabulaire Analysis Services, et pour les outils de restitution, Power View intégré à SharePoint. Donc dans notre cas, nous, ce que nous allons utiliser, c'est la Power BI, à savoir l'utilisation d'Excel 2013. Donc on va utiliser Power Query pour requêter les données de notre blob storage et les intégrer dans un modèle Power Pivot. Et ensuite, on va utiliser Power View intégré à Excel pour restituer les données. Donc, dans le cas de la BI d'entreprise, pour récupérer les données, à savoir les tables Hive qu'a généré Romain sur le blob storage, on va utiliser SSIS. Donc, en fait, je vais faire la même chose que Romain. Je vais utiliser le driver ODBC Hive pour requêter les tables Hive et les intégrer dans un modèle SQL Server, une base de données SQL Server. Et ensuite, pour analyser les données, soit on utilise une infrastructure on-premise, soit une infrastructure en Azure pour rester dans notre configuration. Dans ces cas-là, on va créer en fait deux machines virtuelles, ce qu'on appelle IaaS, infrastructure as Azure, donc une VM SQL Server 2012 avec un dataware, donc un modèle de données relationnel, et un modèle de données tabulaire avec Analysis Services. Et on va créer une deuxième VM qui contiendra le serveur SharePoint avec Power View intégré à SharePoint pour la restitution des données et le partage des rapports. Donc pour notre client, nous avons utilisé Excel 2013. Donc on a utilisé Power Query, comme je vous le disais, pour requêter les données, Power Pivot pour la modélisation et l'analyse des données, et Power View pour la restitution. Donc Power Query est un ETL destiné à l'utilisateur qui est intégré à Excel, donc qui permet de requêter différentes sources de données. Et notamment, dans notre cas, on a la possibilité de soit se connecter directement à n'importe quel serveur
Hadoop, soit se connecter à un cluster Azure HD Insight. Donc c'est ce que nous avons utilisé en fait dans notre cas. Donc ensuite, une fois qu'on va requêter les tables Hive qui sont stockées sur Azure, on va pouvoir en fait les intégrer directement dans notre modèle Power Pivot et créer des relations entre ces tables et d'autres sources de données qui sont stockées sur une base de données SQL Server par exemple. Et ensuite, on va utiliser Power View pour créer nos rapports. Donc, dans notre cas, Power View va se baser sur le modèle de données qui est sur Power Pivot. Dans le cas où on utilise une BI d'entreprise, on peut utiliser un modèle de données tabulaire SSAS. Donc, je vais repartir, je vais vous faire une démo. Donc, je vais ouvrir mon modèle Power Pivot. Donc, tout d'abord, sur Power Pivot, j'ai d'abord récupéré, sachant que j'avais des données qui étaient stockées sur une base de données SQL Server, à savoir les ventes de jeux et de plateformes que j'ai récupérées de mon client. Donc, on a différentes tables de dimensions. Donc je vais passer en modèle. Les données sont bien évidemment truquées. C'est ça, les données de vente sont truquées. Donc j'ai mon modèle Power Pivot ici. Donc j'ai récupéré des données d'SQL Server, à savoir les tables de dimension plateforme, software, ainsi que les tables de faits, à savoir les ventes de jeux vidéo, les ventes de plateformes, et une dimension date. Donc j'ai créé mes différentes relations et j'ai pu récupérer via Power Query, sachant que j'aurais pu le faire aussi avec Power Pivot ici, from Oversource. Donc j'ai récupéré les données qui étaient stockées dans les tables Hive. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais repartir sur mon classeur Excel. Donc je me mets sur Power Query. From Oversource. Donc je vais utiliser From Windows Azure Blob Storage. Donc là, je vais me connecter à mon compte de stockage. Donc là, je vois les différents containers contenus dans mon compte de stockage APVX des cubes. Donc j'ai mon container HDI APVX qui est utilisé par le cluster HD Insight. Donc je clique sur Edit Query pour requêter les différentes tables, enfin les différents fichiers. Donc là, je vais choisir la table Hive générée par Romain, à savoir Twitter Fact. Sinon, je vais utiliser YouTube Fact. Donc, je peux filtrer. Donc, j'ai mes différents fichiers, en fait. Je peux faire des filtres. Ensuite, je peux aller dans le contenu du fichier. Donc là, il me génère directement la table, en fait. Sachant que j'ai pas eu besoin de splitter les colonnes, puisque Romain avait délimité déjà la table Hive avec, au format CSV, en fait. Donc on a après la possibilité de filtrer les données, de reformater les données. Donc là, ma table est déjà structurée, puisque j'ai pour chaque mot-clé qui sont liés à des jeux ici, les différents indicateurs, à savoir le nombre de likes, le nombre de shares, le nombre de commentaires. Donc là ensuite, pour les récupérer dans mon modèle Power Pivot, j'ai deux possibilités. Soit je vais charger les données en fait dans le classeur Excel,
ce que je ne vais pas faire, soit je vais les intégrer directement dans le modèle Power Pivot. Donc dans ces cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une table dans mon modèle Power Pivot. Donc là, vous voyez qu'il va récupérer les données. Donc là, j'ai les différentes requêtes que j'avais déjà préparées pour Twitter, Facebook et YouTube. Et donc le résultat dans Power Pivot, donc il va me créer une table si elle n'existe pas déjà. Donc c'est ce que j'ai fait pour Facebook, Twitter et YouTube. Donc là, j'ai la possibilité, comme les autres tables, de rafraîchir les données pour récupérer les dernières données contenues dans les tables Hive. Donc là, il m'a créé la table. Donc ensuite, j'ai créé les liaisons dans mon modèle de données. Donc j'ai lié mes tables de faits Facebook, Twitter, YouTube sur ma table de dimension et sur la table temps. Ce qui me permet de savoir, pour un jeu donné, combien de tweets il a fait et combien de ventes il a fait. Donc ensuite, j'ai créé différents rapports avec Power Pivot et avec Power View. Donc ici, c'est un rapport Power Pivot. Donc j'ai différents filtres sur les plateformes et sur les jeux. Je vais fermer cette fenêtre. Donc là, ici, en fait, on a la possibilité de voir les corrélations qu'on a entre le buzz qui est fait sur les réseaux sociaux pour les différents jeux et les ventes engendrées par ces jeux. Et donc ici, au niveau de la courbe, donc on a le nombre de tweets pour Twitter et le nombre de ventes en barre. Donc ce qu'on remarque, c'est que au niveau des réseaux sociaux, on a une courbe croissante jusqu'à la sortie du jeu, sachant que là, on a eu un petit souci pour récupérer les données en début de mois de novembre. C'est pour ça qu'on a une chute ici, mais normalement, on devrait avoir une courbe croissante jusqu'à la sortie du jeu. À la sortie du jeu, c'est pendant les premières semaines en fait, qu'on a le plus de ventes. Donc ensuite, ça descend, et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Donc ça permet de savoir quel niveau de buzz il faut avoir pour justement avoir un niveau de vente optimal. Donc là, j'ai pris l'exemple Call of Duty Ghost. J'ai fait la même chose avec Facebook, donc pour le nombre de likes. Et j'ai fait la même chose avec YouTube, où j'ai affiché le nombre de vues. Donc j'ai créé aussi un rapport Power View en utilisant le type de graphique nuage de points en bubbles. Donc là, je ne vous avais pas montré la table. J'ai une autre table qui s'appelle budget, fac budget, qui contient le budget marketing dépensé pour faire le marketing sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai sélectionné différents jeux. En axe d'abscisse, j'ai affiché le nombre de tweets. Sur les ordonnées, le nombre de ventes de jeux. Et au niveau de la taille des bulles, j'ai mis le budget dépensé. Donc là, je vais voir l'évolution. Tu y arrives. Donc là, j'ai pris 3 jeux. Ouais, sachant que ça apparaît à la sortie du jeu. Donc ça nous permet de voir l'évolution. Donc c'est très rapide. Alors, je vais mettre sur pause. Donc, ici, je vois l'évolution pour ce jeu. Donc, comment évolue la vente du jeu, le buzz et le budget dans le temps pour le jeu. Donc, ça nous permet de faire des comparaisons entre les différents jeux. Donc je vais laisser la main à Romain qui va conclure. Les derniers. Donc j'en ai un autre sur Power View où j'affiche pour les 3 réseaux sociaux l'évolution du nombre de likes, nombre de tweets et nombre de vues.
Donc ça permet de comparer les 3 réseaux sociaux. Et je crois que j'en ai un autre, oui, le dernier, qui me permet de comparer, de savoir quel jeu a fait le plus de buzz sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on remarque, c'est FIFA 14 qui a fait le plus de buzz au mois d'octobre. Je laisse la main à Romain qui va conclure. Merci Yazid. On a pu, grâce à cette solution, finalement offrir à notre client une vision un peu plus globale sur son activité sur les réseaux sociaux et comprendre en fait les différents buzz sur les différents jeux et plateformes qu'il fabrique. Donc finalement c'était une solution intéressante avec pas mal de solutions big data, de business intelligence. Et aujourd'hui, le client en est content et l'utilise. Donc aujourd'hui, c'est en production. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on termine un petit peu en avance. Oui. Alors pas encore. C'est vrai que la deuxième étape, on pourrait penser à filtrer et rendre encore plus intelligibles ces données, notamment grâce à la localisation aussi. Si une personne tweet de France, voilà, comprendre un peu plus aussi sémantiquement ce que dit un tweet en termes de sentiment. Est-ce qu'il est plutôt content? Donc c'est des évolutions auxquelles on pense, qu'on n'a pas encore mises en place pour le projet. Non, j'ai fait un POC sur Sentiment 140 dans lequel on lui offrait en input des tweets, il leur sortait un sentiment. C'est assez basique et c'est surtout pour des tweets en anglais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil, que je sache, Microsoft qui fait ça. Pardon. Alors on a plus de 2 gigas de données par jour. Donc on pense que dans un an, un système de gestion de données, de base de données relationnelles ne suffirait pas à engendrer la rapidité et la fréquence de ces données. Et ensuite, pour les données non structurées, c'est-à-dire qu'on va prendre des commentaires Facebook, on va prendre et ça, on pourrait potentiellement ne pas le faire avec une base de données relationnelle. Ce serait plutôt difficile. Disons que, et en plus, le cluster HD Insight, on l'utilise que quand on a besoin. Donc finalement, ça ne coûte pas cher d'utiliser le cluster seulement le soir pendant 1 heure pour créer cette agrégation de données et puis après rendre aux outils de business intelligence un agrégat et les intégrer après dans un autre système traditionnel, par exemple. Tu voulais répondre Non, ce que je voulais dire, c'est que là, dans notre cas, en fait, on avait 2 gigas de données, puisque on a décidé de suivre une dizaine de jeux, aussi. Mais la cible, ça peut monter très vite si on choisit beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de mots-clés. Donc là, c'était vraiment sur un échantillon, où on avait 2 gigas sur Twitter. 50 mots-clés. Il y a 50 mots-clés qui sont analysés sur Twitter. Donc avec 50 pour une dizaine de jeux. Voilà, pour une dizaine de jeux, on remonte 2 gigas de données par jour. Eh bien, HD Insight se charge de paralléliser les traitements pour une agrégation et il y a une fonction qu'on a créée qui prendrait énormément de temps à SQL Server en vue du volume de données, c'est de savoir quels mots sont dans tel tweet. Donc ça prendrait énormément de temps. Alors que HD Insight, en 1 heure, en 15 minutes, pour un jour, c'est calculer cette fonction. En fait, potentiellement, sur un tweet peut parler de plusieurs jeux. Donc il faut pouvoir récupérer tous les mots-clés qui sont sur ce tweet. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la puissance d'HD Insight. Le calcul des différents data Il faut nodes. qu'on puisse lier chaque tweet à tous les jeux qu'on veut analyser. Il y avait une question. En termes de coût, alors il y a une session sur HD Insight proposée par Benjamin qui vous parlera des coûts d'HD Insight avec différents exemples et notamment sur celui-ci aussi. Donc je pense que tu auras... Alors de développement, ça a duré pour 3 développeurs une quinzaine de jours. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Alors moi je connaissais déjà HD Insight, donc j'ai créé plusieurs POC dessus.
Yazid est consultant senior en business intelligence, donc il connaissait aussi les outils. Et tu connaissais aussi les outils .NET Azure. Donc finalement, on connaissait assez bien les outils sur lesquels on travaillait. Alors c'est une journée. Une journée, le soir, le lendemain, l'utilisateur se connecte et voit les données d'hier. Puisqu'on traite les 2 gigas de données le soir. Si vous n'avez pas d'autres questions. Bon, ben merci Auguste et merci à vous d'avoir participé.